Bonjour à tous et rebonjour à ceux d'entre vous qui ont suivi les premières vidéos sur la mise à feu des armes portatives. On se souvient que dans les débuts, au moment des armes à silex, à rouet et à mèche, on utilisait deux poudres séparées, deux poudres distinctes, qui étaient transportées dans deux récipients séparés. Comme ici, cette poire à poudre qui est destinée à la poudre de charge propulsive du projectile, que le soldat portait sur lui, soit en bandoulière, soit avec ce crochet de ceinture, et ensuite cette poire à poudre beaucoup plus petite, destinée à la poudre d'amorce, qui était donc en général moins nécessaire en quantité, et qui était destinée à enflammer la poudre de charge. Cette façon de faire va durer pendant plus d'un siècle. Et puis, au milieu du XVIIe siècle, vers 1600 environ, 1760, va apparaître la cartouche. La cartouche, c'est un enrôlement de papier qui contient la balle et la poudre. Mais cette fois, une poudre unique, qui allait servir à la fois de poudre de charge et de poudre d'amorce. Ainsi, le soldat, dans cette cartouche nouvelle, déchirait le papier de la cartouche avec ses dents et il versait une petite partie de la poudre dans le bassinet pour constituer la portion d'amorce. Puis, après avoir fermé son bassinet, il versait le reste de la poudre, le papier et la balle dans le canon qu'il tassait avec la baguette. Cette façon de faire va durer jusqu'en 1840 environ. Et puis est apparue la cartouche moderne, que je peux qualifier de unique, qui va rassembler dans un seul objet les trois éléments nécessaires au tir, à savoir le projectile, la poudre de charge, la poudre d'amorce. Cela sera rassemblé dans un seul objet, inséré en une seule fois dans la culasse, c'est-à-dire à l'arrière de l'arme à feu. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui va donc évidemment bouleverser la pratique du tir et l'art de la guerre. Il faut savoir aussi que finalement cette géniale invention est due à l'armurerie privée, qui est toujours en avance pendant de plusieurs années sur les modèles qui sont adoptés par l'armée, qui a toujours un peu de difficulté à prendre des décisions. Si bien que ces cartouches vont donc être diffusées dans le secteur privé, et en 1828, effectivement, il va y avoir un armurier français du nom de Casimir Le Faucheux, qui va produire d'abord une cartouche en papier puis en carton, cartouche qui va donc être utilisée pour la chasse et dans le secteur privé. Cette cartouche que voici contient évidemment l'ensemble des trois éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le projectile, la poudre de charge et l'amorce dans le culot de cette cartouche. Et vous remarquez que cette cartouche présente un ergot latéral. Ça, c'est une nouveauté due à Casimir Le Faucheux. Cet ergot latéral s'appelle la broche. C'est donc la fameuse cartouche à broche de Casimir Le Faucheux. Alors, l'armée de terre n'utilisera jamais cette cartouche à broche. Par contre, la marine française, la Royale, va adopter ce type de cartouche pour son revolver de bord modèle 1858. Et voici les premières cartouches réglementaires de l'armée, de la marine de la Royale, qui présentent effectivement un plomb cylindro-ogival avec un étui en laiton
pour contenir la poudre de charge, l'amorce qui est au culot de la dite cartouche, avec, comme vous avez pu le voir, cette fameuse broche qui va donc donner la possibilité de mettre à feu la cartouche. C'est la cartouche modèle 58 de la Royale, une rareté. L'arme qui est destinée à tirer cette cartouche, la voici, c'est encore une arme à simple effet, c'est-à-dire qu'on va devoir armer le chien chaque fois qu'on voudra tirer le coup suivant. Et ce revolver de marine qui est frappé à la manufacture impériale de Saint-Étienne va donc être chargé de ces types de cartouches. Alors si l'on regarde de près, on voit que je vais ouvrir la portière de chargement, on voit que les 6 chambres de ce revolver sont équipées d'une encoche. J'espère que vous voyez bien cette encoche, et donc cette encoche va être nécessaire pour loger la fameuse broche de la cartouche. Alors cette cartouche est donc bien chambrée dans le barillet, et on voit très bien que la broche dépasse de 3 mm le plan du barillet, et qu'elle va donc être frappée par le chien marteau de l'arme. Donc cette arme va donc être utilisée pendant une quinzaine d'années par la Royale. Alors pour continuer la chronologie de la naissance de la cartouche, il faut quand même mentionner, pour mémoire, la fameuse cartouche de Nicolas Flaubert, qui a été créée en 1845 et qui a servi essentiellement pour le tir récréatif, le tir de jardin, le tir de salon, pour s'amuser, donc dans le privé. Alors cette cartouche de Nicolas Flaubert, dont voici par exemple 2 exemplaires, ont été commercialisées en plusieurs calibres. Celles-ci sont en 9 mm. Et alors surtout, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de Nicolas Flaubert, c'est de la fameuse bosquette. La fameuse bosquette dont nous servons encore aujourd'hui pour les tirs de stand, et qui nous a donc permis a fait les grandes heures des stands de tir dans les champs de foire. La bosquette de Nicolas Flaubert, créée en 1845. Alors, quand même, cette nouveauté géniale qui est la cartouche unifiée, la cartouche contenant évidemment les 3 éléments nécessaires au tir qu'on a déjà décrits tout à l'heure, va quand même commencer à intéresser les militaires de la terre, de la guerre, du ministère de la guerre. Et de fait, en 1841, une armée européenne va doter son infanterie d'un fusil à chargement par la culasse et à cartouche unifiée. C'est le fusil établi par Nicolas von Drais pour l'armée prussienne. Alors, cette arme que voici, c'est le premier fusil prussien à chargement par la culasse. Donc vous avez un levier d'armement qui permet d'ouvrir la culasse. On y voit le percuteur qui est une aiguille, et on se rend compte que finalement cette arme-là n'est pas spécialement changeante d'aspect par rapport aux anciennes précédentes armes de guerre de l'armée allemande. Elle est donc constellée, comme toutes les armes allemandes, de poinçons, de réception et de contrôle. On lui voit sur la boîte de culasse
le sigle de la Prusse, c'est l'aigle prussienne, et on y voit également le nom de la manufacture productrice, qui est Danzig. Danzig, c'est le nom de l'actuel Gdansk en Pologne, puisqu'à l'époque, cette partie de la Poméranie était annexée à la Prusse depuis 1793. Sur l'autre côté, on y voit bien sûr l'année de fabrication, 1855. Donc voilà cette arme nouvelle. Alors là, il faut faire une minute de silence parce que nous sommes en présence de la première arme réglementaire à chargement par la culasse au monde. Alors, évidemment, cette arme va avoir des performances nouvelles qui vont être révélées et qui vont être consacrées par un événement historique majeur qui va se produire à ce moment-là. Depuis un certain temps, il y avait donc deux puissances germaniques qui se disputaient l'hégémonie européenne, c'était la Prusse et l'Autriche. Après un certain nombre de mois d'escarmouches, ce qui devait arriver arriva. La confrontation militaire finale s'est produite le 3 juillet 1866 à Sadova. Sadova, qui est une localité de Bohême, qui est actuellement donc en République tchèque. Et ce jour-là, à Sadova, l'armée prussienne, équipée du fusil Drais modèle 1841 à chargement par la culasse, va écraser totalement l'armée autrichienne, qui est, elle, toujours armée du fusil Lorenz à chargement par la bouche. Et à partir de là, une cascade de révélations vont surgir. La première chose, c'est que le fait d'utiliser une cartouche unifiée comme ça dans une arme à chargement par la culasse a considérablement diminué le nombre de ratés. Mais surtout, la facilité avec laquelle on peut insérer une cartouche dans cette culasse, fermée aussitôt, va accélérer la quantité de coups par minute, la cadence de tir. Si bien que les soldats prussiens ont pu tirer jusqu'à 8 coups par minute avec ce fusil. Alors que le fusil autrichien, le Lorenz, à chargement par la bouche, n'autorisait qu'au maximum 3 coups. Mais encore, une chose auquel on ne s'était pas rendu compte, on n'avait jamais entendu parler, qui a été une révélation extraordinaire et qui va changer la tactique militaire, c'est que c'est pour la première fois de toujours, depuis le début, qu'un soldat pouvait charger son fusil couché ou accroupi. Évidemment, en face, l'Autrichien était obligé, lui, de continuer à le charger debout. On comprend bien, évidemment, la réussite de l'armée prussienne ce jour-là à Sadova, le 3 juillet 1966. Alors, cette année-là, en 1866, la France s'est décidée à doter son infanterie d'un fusil à chargement par la culasse. Et il s'agit du célèbre fusil Chassepot, une merveille. Donc c'est une arme à chargement par la culasse, ouverture facile. Elle présente évidemment les marquages réglementaires qui sont sur la boîte de culasse côté gauche
manufacture d'armes de Saint-Étienne, modèle 1866, c'est celle du Chassepot, avec de l'autre côté les numéros de réception, MI qui veut dire manufacture impériale, et S 1868, c'est-à-dire l'année de fabrication Saint-Étienne. Alors, voici donc encore une deuxième minute de silence que sont rassemblés sur cette table les deux adversaires de la guerre de 70-71, franco-prussienne. Alors, ce sont deux armes à chargement par la culasse. Ce sont deux armes à percuteur à aiguille. Ce sont deux armes à canon rayé. Ce sont deux armes qui tirent une cartouche unique en papier combustible. Mais l'analogie s'arrête là, parce que le fusil français va surclasser sur tous les plans le fusil prussien. D'abord, la première chose qu'on constate, c'est l'aspect. L'aspect, bon, vous avez une arme prussienne qui est bien, mais enfin qui est quand même assez fruste, assez massive. À côté de ça, vous avez le fusil français, racé, élégant, fin. C'est un fusil français. Et cela, évidemment, a une conséquence immédiate que les troupiers de Napoléon III vont certainement apprécier, c'est que le fusil prussien pèse 4 kg 650 grammes et que le fusil français pèse 4 kg 100. Ça fait plus d'une livre de différence. C'est déjà énorme comme différence. Et puis, le fusil prussien va tirer ce projectile. Ce projectile qui est donc un projectile en plomb coulé de forme ovalaire. Ce projectile prussien pèse 31 grammes. Et donc, c'est lui qui va être propulsé par la cartouche en question. Voici, d'autre part, le projectile du fusil Chassepot français, de forme aérodynamique cylindro-ogivale. C'est un matériau de plomb comprimé et durci, beaucoup plus dangereux que celui du Dries. C'est un alliage de plomb, d'antimoine et d'arsenic qui lui confère une dureté telle et un pouvoir de pénétration extraordinaire. Ce projectile français pèse 25 grammes. Le projectile prussien a un calibre de 14,5 mm. Le projectile français a un calibre de 11 mm, qui est donc le calibre optimal pour l'époque. Et voici la cartouche Dries. La cartouche Dries, pour les collectionneurs, c'est une rareté, je le signale. Donc cette cartouche Dries qui comporte donc un plomb ogival comme ceci. Cette cartouche Dries, du fusil Dries, est chargée de poudre noire de 4,5 grammes. Et voici la cartouche française, la cartouche de Chassepot, avec son plomb, son étui en papier, son amorce qui est collée au culot de l'étui. Cette cartouche est chargée à 5
0,5 grammes de poudre noire. Eh bien, la cause est entendue. Une balle française plus légère, un calibre plus petit, une charge de poudre plus forte, cela va conférer à l'arme française un tir tendu jusqu'à 1000 mètres et encore précis, et donner au chasse-peau une portée utile de 400 mètres, contre 300 mètres à son homologue, son adversaire prussien. Donc la cause est entendue, c'est vraiment un plus au point de vue de l'armement français. Et si nous avons perdu la guerre, c'est bien entendu pas à cause de notre fusil, mais à cause du retard que nous avons accumulé depuis des années dans le domaine de l'artillerie. Alors, malgré ce fusil qui est parfaitement étudié et magnifique pour l'époque, il y a quand même dans son utilisation un bémol. Le bémol est dû à sa cartouche, qui est une cartouche en papier, on l'a vu, elle est toujours là. Cette cartouche est extrêmement fragile. Elle craint l'humidité, elle craint la pluie et surtout elle craint le transport et la manipulation. Dans le passage de la giberne à la poche ou à la main, et souvent le papier se crève et la poudre se perd. Alors pour pallier ce type d'inconvénient, l'administration a fait la dotation de ces cartouches en carton scellé de 9 coups. Carton scellé de 9 coups, que voici. Vous avez donc ici aussi encore une rareté au point de vue de la collection, une boîte de cartouches de 9 cartouches chasse-peau, qui vont donc être en donation pour 10 unités, donc 90 coups pour un soldat, qui va donc être chargé de 80 possibilités de 80 coups. Il y a des indications sur la fabrication de ce lot de cartouches, ainsi que les indications de la manufacture. Alors, on peut quand même se poser une question. Parce qu'en fait, ce fusil qui est moderne, on l'a vu à côté de prussien, pourquoi est-ce que ce fusil a encore une cartouche au papier? Bon, c'est une excuse qui est valable pour le Drèze. Le Drèze est quand même son aîné au chasse-peau de 10 ans, de 15 ans, 1841-1866, et l'excuse est possible. Il avait déjà une cartouche papier, ça s'excuse. Mais ce fusil-là français, moderne, et au top, pourquoi est-ce qu'il a encore une cartouche papier? Alors que, pour ne citer qu'elle, voici la cartouche de l'américain Snyder, montée sur les fusils britanniques Enfield, une cartouche parfaitement utilisée, étui métallique, avec l'amorce en position centrale. C'est une cartouche qui existe déjà depuis au moins 2 ans. Et puis, si on allait plus loin, voici la cartouche de Rolling Block américain de Remington, qui a été mis en fabrication le jour même de la fin de la guerre civile américaine, 1865. Alors vous n'allez pas me dire que les Français n'auraient pas pu en avoir une aussi comme ça. Eh bien la réponse est double. La première, c'est que finalement, le cartouche papier est quand même assez facile à faire, peu onéreuse, et qu'à l'époque dont on parle, il n'y avait pas de machines-outils capables de fabriquer dans un temps record une quantité de cartouches suffisante pour équiper toute une armée. Et en plus de ça, aux états-majors, on l'a dit, parce qu'aux états-majors, on dit toujours un tas de choses d'ailleurs, bon, finalement, en cas de besoin, le soldat pourrait bien la fabriquer lui-même. On peut y croire.
Et donc, cette cartouche a été conservée en papier pour une deuxième raison. Celle-là est politique. Et effectivement, Sadova, on s'en souvient. On s'est rendu compte du coup de tonnerre que ça représente pour le monde de l'armurerie militaire et civile d'ailleurs. Et ça a inquiété beaucoup de gens, et en particulier Napoléon III. Napoléon III a été surpris, indigné et très très inquiet, et il a exigé que soient versés dans les corps de troupes français 400 000 chassepots pour le 1er janvier 1868. Évidemment, les manufactures d'armes, qui étaient Tulle, Saint-Étienne et Châtellerault, ont été immédiatement débordées. Elles ont dû se tourner vers l'industrie privée, qui elle-même a été saturée très vite et qui a dû sous-traiter à l'étranger, notamment chez les Anglais à Birmingham et chez les Autrichiens à Vienne, mais aussi chez les Belges, mais aussi chez les Espagnols. Alors, on se rend compte que le chassepot et sa cartouche ont été adoptés dans la panique et dans la précipitation. Il n'était pas question, en plus, de faire une nouvelle cartouche. Alors, deuxième bémol relative à cette cartouche papier, c'est qu'elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle est très encrassante. Elle encrasse la culasse mobile de l'arme, le fait que le papier combustible laisse des résidus, ainsi que la poudre noire, qui est très encrassante. Et il ne faut pas compter tirer plus de 30 coups d'affilée avec un chassepot sans nettoyer la culasse, qui est totalement encrassée. Et la nettoyer, ça veut dire la démonter, la nettoyer, la remonter, la replacer sur place. Alors donc ce fusil, pour terminer avec lui, on va quand même dire que c'est une belle réalisation française qui a manifestement bénéficié d'une avance technologique importante. C'est un fusil qui est totalement en acier fondu grâce à l'utilisation récente des convertisseurs Bessemer qui traduisent la fonte brute en acier. Et vraiment, c'est une arme très magnifique et très, très performante, capable d'une cadence de tir de 9 coups, capable également on l'a dit, d'une trajectoire, d'une portée utile de 400 mètres. C'est quand même quelque chose pour l'époque de très bien. Alors évidemment, cette comparaison qui me paraît assez intéressante, évidemment, peut se continuer un peu sur le plan technique. Parce que le fait d'adopter un chargement par la culasse est quand même quelque chose de nouveau et d'intéressant, mais ça a posé des problèmes aux deux concepteurs des deux armes. Ce problème, c'était le problème de l'étanchéité entre la tête de culasse et l'arrière du canon. Il fallait impérativement que ça soit étanche, que ça empêche les gaz brûlants de combustion d'être chassés vers le visage du tireur. Alors la solution prussienne a été apportée par un emboîtage mécanique simple entre la tête de culasse que vous voyez ici et la partie conique du canon qui est là. Donc cette fermeture a servi pendant toute la guerre. Elle n'est pas géniale, mais elle a donné de bons services quand même. D'ailleurs, cette façon de faire sera modifiée quelques années après par un système différent qui sera apparenté à celui du français. Et le français, lui,
a opté pour son problème d'étanchéité, l'utilisation d'une rondelle de caoutchouc vulcanisé qui est beaucoup meilleure et qui a offert une étanchéité parfaite entre la culasse et le canon. On voit très bien ici cette rondelle de caoutchouc qui va être, lorsque la culasse sera fermée, va être comprimée par le départ du coup, par les gaz de perte du coup, et va assurer une étanchéité parfaite. Petit bémol, encore, malgré tout, la rondelle de caoutchouc s'use et il faut la remplacer tous les 200 coups, sur place. Alors, le chasse-peau est donc une arme magnifique. Elle a fait toute la campagne de la guerre de 70-71. Elle avait obtenu son baptême du feu en 1867, c'est-à-dire la première année de sa fabrication, à Mentana. Mentana, qui est une localité dans le Latium, tout près de Rome, lorsque l'armée française a décidé de voler au secours de la cité vaticane, qui n'avait pas accepté d'être incorporée à Rome dans le cadre de l'unification de l'Italie. Et à ce moment-là, le chasse-peau a repoussé avec efficacité les troupes de Garibaldi à cette époque-là. Et le général Pélissier, qui a donc été amené à faire son rapport à l'empereur, lui a dit cette phrase lapidaire: « Sire, à Mentana, les chasse-peaux ont fait merveille. »